retrouver dans le camp de ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le coup d'État. Un parti politique, par principe, ne peut pas approuver un coup d'État. C'est la première question de principe. Deuxième raison pourquoi nous nous sommes trouvés au FDR, nous avons écouté un certain nombre de discours le matin du coup d'État. Il y a beaucoup d'hommes politiques, dont certains, 24 ou 48 heures avant, étaient dans les salles d'attente de l'ancien président, Amadou Toumani Touré. Certains se battaient encore pour chercher à avoir ses faveurs. Dès qu'on a dit qu'il est tombé, ils se sont mis à l'insulter sur toutes les radios internationales. Nous avons dit que par éthique, nous ne pouvons pas nous retrouver dans une alliance avec un président et nous mettre à l'insulter 24 heures après sa chute. Même si nous devons faire une analyse critique et positive de son action, que ça sera pour plus tard. Mais moralement, sur le plan éthique, nous n'avons pas voulu nous retrouver du côté de ceux qui l'insultaient simplement parce qu'il a quitté le pouvoir. Voici les deux raisons fondamentales qui ont fait que nous sommes retrouvés au FDR. Nous ne nous sommes pas posé la question qui était responsable de quoi. Parce que pour situer les responsabilités, il y a beaucoup qui ne sont pas au FDR qui le disent aujourd'hui. Mais en fait, quand vous faites le bilan, ce n'est pas évident qu'il n'y a que ceux qui sont au FDR qui sont responsables de la situation. J'arriverai un peu dans cette partie de mon analyse pour vous dire un peu notre vision par rapport à l'ensemble de la classe politique, y compris le MPR. Voilà les deux raisons pour lesquelles on s'est retrouvé au FDR. 1. Opposition de principe à un coup d'État. 2. Pour des questions d'ordre moral et éthique, nous ne voulions pas nous retrouver 24 heures après la chute de l'ancien président parmi ceux qui sont en train de l'insulter. Pour le reste, il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec le FDR. Vous avez dû voir les contradictions que nous avons eues. Certains, nous avons pu les gérer à l'interne. Mais lorsque c'est des contradictions de fond, nous nous sommes démarqués totalement du FDR et par écrit. Afrique émergente, je n'ai pas retenu le nom du journaliste, mais son organe, il dit que nous parlons de la trahison du peuple par ses élites, dont nous sommes partis. Quelle est notre responsabilité? Effectivement, c'est la question, certainement que tout le monde pensait être la plus difficile, qui va nous créer beaucoup plus de problèmes. Mais nous sommes à l'aise avec cette question, messieurs. Vous savez, lorsque nous avons parlé de trahison des élites, nous pensons essentiellement à la classe politique. Et cette classe politique, nous en faisons partie. Il faut une autocritique de la classe politique. Si elle ne le fait pas, si elle n'a pas le courage de le faire, elle va continuer à croire qu'elle n'a pas commis de faute. Or, nous sommes convaincus que l'armée malienne, qui était considérée il y a 20 ans comme l'armée la plus puissante de l'Afrique francophone de l'Ouest, cette armée ne peut pas être mise en déroute par une milice de moins de 500 personnes s'il n'y a pas eu un travail de sape à l'intérieur du pays. Beaucoup disent que c'est parce que la Libye, Kadhafi est tombé, c'est les conséquences de la crise libyenne qui ont fait que ce qui est arrivé au Mali est arrivé. Je ne crois pas. La crise libyenne a trouvé qu'on n'avait plus d'armée. La crise libyenne n'a pas déstabilisé le Niger. Le Niger a une frontière directe avec la Libye. Nous sommes à 800 km de la Libye. Pourquoi le Niger ne s'est pas effondré? Et donc il faut qu'on se pose la question. Les djihadistes, ils ont cherché à déstabiliser le gouvernement en Mauritanie depuis 4 ou 5 ans. Pourquoi le gouvernement a tenu? Il n'y avait pas la crise libyenne. Et donc il faut qu'on se pose les vraies questions au Mali et qu'on y réponde. Pourquoi je parle de trahison? C'est parce que nous avons travaillé. Quand je dis nous, l'élite politique et les responsabilités, il faudra les situer le moment venu. Nous avons travaillé à détruire l'armée malienne. J'explique dans le document que vous aurez dans quelques jours comment cette armée a été démolie, comment elle a été déstructurée, désorganisée, affaiblie. Pendant 20 ans, l'armée n'a pas été équipée. Et le politique ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant.
Les chefs militaires ont mis les politiques en garde dans des réunions à huis clos à l'Assemblée nationale pour leur dire que le pays n'a pas d'armée. On a des hommes en tenue, mais il n'y a pas d'armée. Une armée, c'est des hommes bien formés, bien équipés, bien entraînés et qui savent pourquoi ils sont là. Une armée, ce n'est pas une armée qui fait 20 ans sans être équipée. Ce n'est pas une armée où on n'est pas formé. Ce n'est pas une armée où les grades sont distribués à l'appel. Ce n'est pas une armée où on prend des rebelles sans discernement, on les intègre massivement dans le corps. Ce n'est pas une armée où on prend des analphabètes pour faire des officiers supérieurs. Une armée, ce n'est pas une armée où nous nous retrouvons avec plus de 100 généraux pour une armée de 20 000 hommes. Alors que dans les pays normaux, pour des armées de 200 000 hommes, vous avez à peine 150 généraux. Ça, ce n'est pas le travail des militaires, ce sont les politiques. Une armée, ce n'est pas une armée où les soldats vont au front sans être équipés, où on les prend pour les égorger comme des poulets parce qu'ils n'ont plus de munitions. Ça, ce n'est pas les militaires, c'est les politiques. Et c'est pourquoi je dis, c'est l'élite politique qui a trahi le peuple. Maintenant, dans cette élite, je reviendrai là-dessus, nous avons eu à travailler avec l'ancien président Amadou Toumani Touré. J'expliquerai pourquoi on s'est retrouvé avec lui. Je pense honnêtement que chaque homme politique doit assumer sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Si on ne le fait pas, on va continuer à se cacher, on va élire encore des gens qui ne vont pas identifier les vrais mots qui ont fait que le pays a chuté. Et on va recommencer encore. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut le dire. Même si on nous fera le reproche d'avoir travaillé avec ceux qui sont les vrais responsables. Vous m'avez posé la question, monsieur, je viens de l'expliquer, vous aurez la note. Nous avons dit que pour rebâtir l'État, il faut commencer par restaurer les forces armées et de sécurité. C'est le point de départ de la réhabilitation de l'État. Il faut les équiper, il faut les entraîner, il faut restaurer la discipline, il faut faire de l'anticipation pour analyser toutes les crises. Il faut leur donner les moyens de riposter à toute tentative de déstabiliser notre pays. Tant qu'on ne le fera pas, on ne fera rien du tout. Une fois que les forces armées seront mises dans les conditions d'exercer leur mission, les forces de sécurité aussi, la garde, la gendarmerie, les GOUM, la police, doivent être mises dans les conditions. Tant que cela n'est pas fait, et restaurer la discipline, tout ce que nous allons faire, ce serait revenir à la carte de départ. Reconstruire l'État commence par la restauration des forces armées et de sécurité. Mesdames et messieurs, reconstruire l'État, c'est faire en sorte que la force légitime s'impose à tout le monde, y compris ceux qui veulent déstabiliser notre pays de l'intérieur comme de l'extérieur. Rebâtir l'État, c'est faire en sorte qu'il y ait une justice au service de la population. Rebâtir l'État, mesdames et messieurs, c'est faire en sorte que nous ayons une économie qui marche. Rebâtir l'État, c'est faire en sorte qu'il y ait une école de nos besoins, pas une école qui fabrique les chômeurs, où on forme des gens sachant très bien qu'ils n'ont pas d'emploi sur le marché. C'est ça que j'entends par rebâtir l'État. Mesdames et messieurs, la question suivante qui nous est posée, c'est de savoir, c'est de la part d'Info Matin, la trahison du peuple par les élites, le MPR et ses cadres font-ils partie de cette élite? Vous savez, je disais tout de suite que les responsabilités de la classe politique ne sont pas les mêmes. Mais je vous dis que globalement, tous les hommes politiques au Mali, à des degrés différents, ont été soit acteurs ou complices de cette situation. Si on ne se le dit pas, on aura menti à nous-mêmes. Maintenant, cette situation, il y a des degrés de responsabilité. Vous savez, vous ne verrez jamais un ministre qui vous dira qu'on a discuté en Conseil des ministres des questions de défense. Aucun ministre. En tout cas, moi, je n'ai jamais assisté à un Conseil des ministres où on en a parlé. Je ne crois pas d'ailleurs que ça se fasse. Les questions de l'armée relèvent exclusivement du président de la République, peut-être du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des armées. Personne au Mali, avant l'effondrement de l'État,
avant ce qui est arrivé en avril 2012, aucun Malien ne pouvait croire que notre armée était à un état de déliquescence aussi avancé. Parce que les questions de l'armée, par définition, c'est des questions secrètes. On ne les connaît pas. C'est après qu'on fait l'analyse. Mais je vous dis que ceux qui avaient la charge de la gestion de cette armée, on sait très bien qu'ils ont travaillé ou ils ont omis de faire ce qu'ils doivent faire pour que cette armée soit forte. Je vous donne des illustrations. Je l'ai dit tout de suite, dans les années 90, 70, 80, 90, notre pays a fait l'objet de 2 rébellions qui ont été contenues. Notre pays a fait l'objet de 2 agressions extérieures. Notre armée les a contenues. La superficie de notre pays a augmenté de 1325 km² après la dernière guerre. Il y a des pays qui ont voulu envahir le sud du Mali. Peut-être vous ne le savez pas. Ils ont été dissuadés par la force qui était là. C'est ça que j'appelle construire l'armée. Mais lorsque, pendant 20 ans, aucun avion ne vole, un pays vaste comme le nôtre, où la doctrine militaire avant 1991 était d'avoir la suprématie dans les airs, vu la superficie de notre pays. Aucun avion ne vole. Sur le plus d'une trentaine d'avions de chasse qu'on avait, où est-ce que c'est parti? Qui a pris la responsabilité de les laisser au soleil pourrir? Les blindés qu'on avait, qui a pris la responsabilité de les laisser? Qui a pris la responsabilité d'organiser les désordres dans l'armée? Création des syndicats dans l'armée? Qui a pris la responsabilité de refuser d'équiper l'armée pendant des années? Des responsables politiques qui font intégrer leurs enfants dans l'armée sans passer par les règles normales. Quand ça arrive, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est ministre que parce qu'il était dans un gouvernement, c'est lui qui est responsable, parce que ces questions ne se discutent nulle part, dans aucun conseil des ministres. Et la plupart de ces questions, personne ne les sait d'ailleurs. C'est des secrets de défense. Mais a posteriori, nous ne pouvons pas nous taire. Maintenant, vous avez dit, est-ce que nous regrettons le compagnonnage du régime, du pouvoir de Amadou Toumani Touré? Vous savez, au Mali, les gens ne s'assument pas en général. C'est ce que je disais. Il y a beaucoup qui étaient dans sa salle d'attente 24 heures avant sa chute. Dès qu'il est tombé, ils se sont mis à l'insulter. Nous avons toujours assumé nos amitiés et nos alliances. Je vais vous dire comment on s'est retrouvé avec Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré, nous l'avons rencontré entre les 2 tours. Nous étions à Espoir 2002. Comme tous les candidats, il négocie les alliances. L'Impère a dit ses souhaits. Je ne parle pas de conditions parce que ça ferait de la fanfaronnade. Nous avons dit à Amadou Toumani Touré, candidat au 2e tour, que nous sommes dans le regroupement Espoir 2002. Donc il lui faut négocier une alliance globale. Nous ne pouvons pas quitter le regroupement et le suivre. Nous lui avons dit aussi, et ça c'est moi qui ai discuté avec lui, parce que j'étais le candidat. Il a dit qu'au MPR, il y a des responsables de la 2e République qui ont fait la prison après le changement de régime. Certains ont été humiliés. Leurs familles ont été cassées. Je souhaite qu'au nom de la réconciliation nationale, qu'ils tendent la main à ces anciens, en se rendant au siège et demander le soutien de notre parti, pour qu'après son élection, les Maliens puissent faire bloc autour de lui pour reconstruire notre pays. Il est allé à notre siège, il a demandé notre soutien. Il est allé à Espoir 2002. Espoir 2002 lui a apporté son soutien. Amadou Toumani Touré nous a retrouvés dans une situation d'exclusion, d'ostracisme pendant 10 ans. On nous refusait même les médias. Son slogan de campagne était « Retrouvons ce qui nous unit ». Nous avons passé 10 ans à prêcher la réconciliation nationale. Nous n'avons trouvé aucune main tendue. C'est lui qui est venu pendant la campagne nous dire, au peuple malien disons, son slogan
et retrouvons ce qui nous unit. Le MPR a dès lors considéré qu'il était mal fondé de continuer à refuser de travailler avec un homme qui dit qu'il vient pour réunir les Maliens pour travailler ensemble. Voilà le point de départ de notre compagnonnage avec Amadou Toumani Touré. Il est bon que ça soit clair. Nous n'avons pas négocié des postes, nous n'avons pas négocié d'argent. Maintenant, pendant les 10 ans, nous avons travaillé et nous avons analysé son action politique, sur le plan économique. Mais ce que je vous dis, les questions militaires, aucun président ne les discute avec ses alliés. Il ne les discute pas. En France, aujourd'hui, il y a un président. Moi, je ne suis pas sûr que les questions de défense, il les discute avec les écologistes, avec les communistes et les autres. Nous n'avons jamais discuté avec Amadou Toumani Touré des questions de défense. Il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais demandé notre avis là-dessus. Par contre, nous considérons qu'il a travaillé à recoudre le tissu social. Il a eu le temps d'investir massivement. Quand nous avons dit ici que la Troisième République a incontestablement investi dans les infrastructures, dans les centres de santé, dans les routes, dans les aménagements hydro-agricoles, dans les télécommunications, l'essentiel a été fait sous ATT. L'essentiel a été fait sous ATT. Et donc nous ne venons pas ici parce qu'il est tombé nier tout ce qu'il a fait. Mais nous disons que la responsabilité de la chute de l'armée, la responsabilité de l'humiliation que notre pays a subie, il ne peut pas échapper à cette responsabilité. Comme tous les hommes politiques, même n'ayant pas été responsables directement, nous avons tous une certaine responsabilité. Il faut qu'on ait le courage de faire cette autocritique-là. Voilà mon avis sur cette question. Soda a demandé a posé la question. Sedna Oumar Diarra d'Info Matin, c'est Radio Nieta. Il a dit que nous avons nommé sans le citer Alpha Oumar Konaré. Il est vrai que nous pensons qu'une bonne partie de la responsabilité lui revient. Notre avis, c'est que ATT trouve l'armée détruite. Ce n'est pas sa faute. Mais il n'avait pas le droit de faire 10 ans à laisser cette armée dans le même état. Il n'avait pas le droit de le faire. Il est militaire. Sinon, tous les coups qui ont été portés à l'armée ont été portés dans les 10 premières années. Maintenant, vous avez dit que nous n'avons pas parlé de religion. Autant pour moi, c'est vraiment un oubli. Nous ne pouvons pas aujourd'hui penser rebâtir le Mali sans parler des questions de religion. Dans mon document que vous aurez, il y a un chapitre spécial consacré à la problématique de la laïcité. C'est au moment même où j'arrivais à ce chapitre qu'il y a eu la coupure. Donc pratiquement, comme on dit, je me suis perdu dans mes papiers et j'ai décidé de résumer. Il y a un chapitre spécialement consacré aux questions de foi et de religion. Dès 2002, nous avons été le premier candidat en 2002, quand j'ai rencontré les organisations religieuses, à leur dire que pour le MPR, la laïcité est mal comprise par les politiques au Mali. Beaucoup opposent la laïcité aux politiques. Or, c'est deux domaines différents, mais qui sont complémentaires. Les États-Unis sont un grand pays. Le président des États-Unis jure sur la Bible. Il prête serment, disons, sur la Bible. La monnaie des Américains, c'est écrit là-dessus, une God we trust, nous croyons en Dieu. En Angleterre, vous ne pouvez pas être roi, vous ne pouvez pas diriger si vous n'êtes pas d'une certaine religion. Est-ce qu'ils ne sont pas laïcs? En Allemagne, celle qui dirige l'Allemagne aujourd'hui, Angela Merkel, son parti, c'est le parti chrétien-démocrate. Est-ce que ça les empêche d'être laïcs? Nous disons que la problématique de la laïcité, telle que les intellectuels, les politiques maliens la lisent, ils la lisent à travers le prisme de la représentation française. Or, la France a son histoire. La laïcité est venue en France à résulter d'une bataille acharnée entre l'Église, ceux qui voulaient la séparation de l'Église et l'État. Le Mali n'a pas le même problème. Au Mali, au contraire, quand ça ne va pas, lorsque tout le monde est dépassé, y compris les politiques, qui opposent la politique à la religion, ils vont appeler les chefs religieux. C'est l'imam, c'est monseigneur, c'est le pasteur qui sont appelés. Chaque fois que ça ne va pas,
Mais quand ça va, on leur dit non, la politique, ce n'est pas votre affaire. Ça, ce n'est pas l'avis du MPR. Deuxièmement, nous l'avons dit parce que j'ai rencontré beaucoup d'associations, organisations religieuses, pour qu'on ne dise pas que je me suis caché pour leur parler, parce qu'il y a des politiciens qui vont rencontrer les gens dans les salles, ils leur disent des choses qu'ils n'assument pas publiquement. Nous avons dit que si le MPR est président, le candidat du MPR est président de la République, nous l'avons dit depuis 2002, nous allons créer un ministère dédié à la problématique de la foi et de la religion. 2. On a une grande majorité de Maliens qui sont des musulmans. L'une des conséquences, c'est qu'il y a une bonne partie de notre élite intellectuelle qui a étudié dans les pays arabes. Cette élite, notre analyse, c'est qu'elle se sent délaissée en partie. Il faut prendre en charge ces préoccupations à travers, par exemple, 2 exemples. Vous avez aujourd'hui des docteurs en droit international, des grandes universités arabes. Pourquoi dans les pays arabes, il n'y a pas d'arabophones comme ambassadeurs ou diplomates? Pourquoi? C'est des injustices qu'il faut réparer parce que ça crée des frustrations inutilement sur une bonne partie de notre population. Il y a des gens qui font leurs études dans les grandes universités arabes. Ils reviennent. Mais il y en a qui font leurs études en Chine, en chinois, en Russie. Quand ils reviennent, on fait les équivalences. L'essentiel, c'est que quand ils travaillent dans l'administration, ils travaillent dans la langue officielle. Pourquoi ceux qui étudient dans les universités arabes ne bénéficieraient pas du même traitement? Nous avons dit aussi que toutes les questions relatives à la problématique des organisations religieuses, nous ne pouvons pas les cerner nous seuls au MPR. C'est pourquoi nous avons demandé qu'on crée un ministère dédié qui va être l'interlocuteur de toutes les organisations religieuses, musulmanes, chrétiennes, protestantes, pour prendre en charge leurs préoccupations et éviter que les mauvaises politiques, les mauvais comportements des gouvernants, les frustrations ne précipitent une bonne partie de notre population dans la clandestinité, dans l'informel, dans les mains d'extrémistes. La meilleure façon de gérer la question de la foi et d'assurer la laïcité de façon positive, c'est d'écouter les préoccupations de cette grande partie de la population, les faire remonter au niveau du politique et les intégrer dans nos politiques de développement, dans nos politiques diplomatiques. Au Mali, une bonne partie des grands investissements qui sont faits au Mali, j'en cite quelques-uns. Vous avez le pont Fad, vous avez le barrage de Selengue, le barrage de Manantali, les grandes artères qui vont d'ici jusqu'à Gao. Vous avez la télévision, vous avez l'Institut islamique d'Amdallah, je peux continuer à citer. Tout ceci, l'avenue Cheikh Zayed, c'est le fruit de la coopération entre le Mali et les pays arabes. Ça veut dire que si on veut travailler dans le sens des intérêts du Mali, cette politique doit être redynamisée pour lui donner un nouveau contenu. Parce que de notre avis, elle a été abandonnée. Ce qui ne remet à rien en cause ce que nous faisons avec nos autres partenaires, l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon, et ainsi de suite. Voilà notre analyse de cette question. Un chapitre complet est consacré à ça, c'est donc juste une omission. Bon, vous avez estimé que j'ai critiqué la Troisième République. En réalité, c'est une critique positive. Vous savez, nous ne sommes pas dans le nihilisme. Parce que je suis convaincu qu'aucun peuple, aucun dirigeant ne peut faire que du mal. Dans le bilan de chacun de ceux qui ont dirigé notre pays, nous devons identifier ce qu'ils ont fait de positif. Le retenir parce que ça a été fait au nom de notre peuple. Construire sur tête bas pour aller de l'avant. Ce que nous avons connu, c'est parce qu'on a refusé cette politique. On aurait conservé et renforcé notre armée. On aurait renforcé les mécanismes d'enseignement dans notre école. Au lieu d'utiliser ces instruments comme levier juste pour arriver au pouvoir, après travailler à les décimer. C'est avec ça que nous ne sommes pas d'accord. Quand nous avons dit qu'il y a eu de gros investissements dans les secteurs économiques et sociaux, qui peut nier, s'il veut être crédible, tout au moins pendant les 10 dernières années, que de gros investissements n'ont pas été faits dans le domaine de la santé? Combien de femmes qui mouraient parce qu'elles ne pouvaient pas payer les frais de césarienne, aujourd'hui accouchent, elles ne meurent pas? Combien de gens ont accès aux antirétroviraux? Combien de gens ont accès au traitement du palu? Combien? Il faut voir l'augmentation de la production agricole chez nous.
C'est allé pratiquement de 3 millions de tonnes à peut-être plus de 10 millions de tonnes, même si la population croît. Qui peut nier ces choses-là? On a fait plus de 30 ans, on avait le téléphone, tout le monde ne l'avait pas. On l'a aujourd'hui grâce à une politique. Personne ne peut les nier s'il veut être crédible. Donc nous ne venons pas pour dire que tout ce qui a été fait est mauvais. Mais nous disons que l'humiliation que notre pays a subie, c'est le résultat d'une trahison. Nous sommes convaincus de ça. Maintenant, si la majorité des Maliens n'est pas d'accord, elle nous dira que vous avez tort, vous avez fait une mauvaise appréciation, nous en tirerons les conséquences. Voilà notre avis sur la question. Africable a demandé comment nous allons gérer la crise. Est-ce que nous allons remettre en cause les accords? Vous savez, la gestion de l'État est très complexe. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans l'opposition, ils vous disent, quand je viens, je vais régler tous les problèmes. C'est comme ça que les jeunes ont naïvement cru, il y a quelques années, qu'ils vont avoir les bourses augmentées, il y aura les internats qu'on va ouvrir, les salaires seront augmentés de 50% d'un coup, les chômeurs auront tous de l'emploi. Qu'est-ce qui est caché derrière? On ne le sait pas. On nous a dit que les Ménélas vont être cantonnés. Les Ménélas refusent de quitter Kidal. À la date d'aujourd'hui, le gouverneur n'est pas parti. Or, ceux qui les ont signés avaient promis ça. Et les gens du Ménélas l'avaient promis. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ces questions, nous ne les maîtrisons pas aujourd'hui. Ce qui est certain, ce que je peux dire de façon claire, personne ne nous amènera dans l'ancienne voie. L'armée va faire face, elle aura les moyens de faire face par la force à ceux qui prennent les armes contre notre pays. Mais nous ne nous arrêterons pas seulement à la force. Il y a le droit. Comme j'ai dit, nous allons travailler à protéger les droits de ceux qui sont victimes de toutes sortes d'arbitraires, y compris les populations qui sont humiliées par des agents de la rébellion. Nous allons, mesdames et messieurs, faire en sorte que nous tendions la main à tous ceux qui sont de bonne foi. La force seule ne règle rien. Ceux qui veulent rester dans un Mali uni trouveront notre bras tendu. Ceux qui veulent négocier la partition du Mali, nous trouverons sur leur chemin. C'est ce que je voulais leur dire. La cherté de la vie, c'est une question essentielle. Vous savez, il y a des candidats qui ont annoncé même les chiffres, le nombre d'emplois qu'ils vont créer. Tout ça, c'est des bluffs. Personne ne sait combien d'emplois il va créer. Ce n'est pas le candidat qui crée l'emploi. Il faut créer les conditions pour que les gens créent leur emploi. Pour que les entreprises privées soient dans les conditions de travailler normalement. Faire de l'école une école qui forme les citoyens et non le fonctionnaire. Parce que jusqu'ici, c'est l'école de l'administration coloniale qui avait vocation de former des auxiliaires de l'administration. Quand les gens vont à l'école aujourd'hui, en fait, ils pensent être fonctionnaires. Il faut faire l'école qui permet de préparer les gens à la vie. Il faut créer les conditions pour que les gens puissent compétir. Celui qui a des initiatives, que ces initiatives lui permettent de vivre sans être esclave d'un fonctionnaire. Il faut faire en sorte qu'on investisse beaucoup dans l'agriculture. Ce qui a été fait ces dernières années. Il faut renforcer cette tendance pour qu'il y ait des céréales, des vivres en abondance. C'est la seule façon de faire en sorte que le panier de la ménagère pèse plus lourd. Il faut que ceux qui cultivent, ceux qui pêchent, ceux qui élèvent puissent vivre du fruit de leur travail. Vous entendez toujours les gens dire que les céréales coûtent cher. La question, ce n'est pas qu'elles coûtent cher. Ceux qui produisent les céréales, il faut qu'ils les vendent cher pour vivre. C'est quand ils vendent ça qu'ils achètent des matériels pour leurs enfants, qu'ils achètent les médicaments. S'ils les vendent moins cher, comment ils vont faire? La question donc n'est pas que c'est cher. Il faut que ceux qui les achètent aient des revenus suffisants pour les acheter. Et c'est pour cela que nous avons dit que la tendance à l'amélioration des conditions salariales des travailleurs, nous allons continuer à y travailler.
Concernant l'armée, nous avons dit qu'il faut changer les conditions de vie et de travail des militaires. Tous les hommes politiques qui ont été dans les casernes, je pense en sortant, ont eu honte. Tous. Moi, je me rappelais à un certain moment, en tant que parti politique, les partis politiques ont voulu aller visiter les camps militaires. Bon, on nous a courtoisement dit que ce n'est pas l'affaire des politiques d'aller dans les camps militaires. Bon, on peut comprendre, parce que dans un pays où les hommes politiques sont habités à instrumentaliser même les enfants, on peut vite penser qu'ils vont pour organiser des soulèvements dans les camps. Donc, mais quand vous partez par hasard rendre visite à un parent, vous voyez les conditions dans lesquelles vivent les militaires maliens. Et dire que ces messieurs ont comme vocation de donner leur vie pour que nous vivions en paix. Je crois que c'est des sujets sur lesquels nous prenons l'engagement de travailler pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'est pour l'intérêt de notre pays. Parce que lorsque les gens sont en sécurité, ils savent quand ils meurent que leur famille est prise en charge. Ils savent quand ils meurent qu'on ne vient pas insulter leur mémoire en venant présenter celui qui l'a tué comme un démocrate en armes. Car ça a été fait. Ceux qui ont égorgé les Maliens en 91, à Menaka, à Abébara, ils ont tué les malades à l'hôpital. On les a vus ici à la télévision. On leur donne le micro. On a dit que c'est des démocrates en armes. C'était ça le terme. Donc le combat a permis le changement. Imaginez le militaire qui est mort pendant cette guerre-là. Si sa femme, ses enfants, ses compagnons regardent ça à la télévision, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire que ce n'est pas la peine de se tuer pour un tel pays. Lorsque ces mêmes messieurs, après 20 ans, après avoir connu tous les secrets de notre armée, après de gros investissements, au premier coup de feu, ils quittent massivement notre armée pour se mettre contre notre pays. Ceux qui les ont intégrés ont la responsabilité